Yo, tabarnak, comment ça va? Esti, ça fait précisément, genre... Quelle heure? Une heure, genre 20 minutes que j'essaie de setup l'esti de StreamYard pour faire un live, pour vous parler du calice de gala qu'on vient de finir d'écouter. Puis ça marche pas, je sais pas pourquoi ça marche pas pantoute, ça marche pas pantoute. Fait que j'ai décidé que j'allais le faire pareil esti, puis que j'allais le faire ben sous mon sel, comme là 3-4 ans. Fait que peu importe, je suis là, on s'en crisse. On veut parler de l'UFC 258 qui vient de se conclure. Kamaru Usman face à Gilbert Burns dans un combat de championnat qui, comme j'avais dit un peu, j'avais soit le feeling que ça allait être vraiment crissement excellent, crissement excitant, ou que ça allait être vraiment la pire calice de merde ever. Heureusement pour nous, ça a été absolument excitant, ça a été un combat absolument épique en fait. Là, Gilbert Burns qui est arrivé, qui a littéralement sit down Kamaru Usman au premier round avec un punch, puis là on se disait tabarnouche, il va-tu le finir direct là puis devenir champion, genre? Mais non, Usman a montré qu'il y avait un chin absolument légendaire, et puis ben il a hang in, il a réussi à survivre ce round-là. Il y a eu un bon bout au sol, là, qu'on sait pas trop ce qui, on sait pas trop ce qui se passait en fait. Usman voulait clairement pas aller au sol. Fait qu'il a essayé d'attraper les jambes, donner des coups de pied comme ses cuisses en dessous des fesses, puis il a donné une coupe de bons coups de poing au corps, mais ils ont jamais vraiment engagé là, dans cette position-là. Mais Usman, grâce à ça, a pu récupérer. Puis dès le deuxième round, là, vraiment commencé à s'imposer avec son jab, puis avec sa pression. T'sais, premier round, pour ce qui m'a surpris, c'est comment Usman a laissé Gilbert Burns venir à lui, il a laissé toute la pression venir à lui, puis c'est là qu'il s'est fait taguer puis qu'il a failli se faire finir. Début de deuxième round, Whitman, il a dit jab, pression, il est sorti avec son jab, il est sorti avec sa pression. Puis ça a bien mieux été pour lui, ça a été un round disputé à son pace, il a landé le meilleur coup, il a fait mal à Gilbert Burns là, dans la deuxième moitié de ce round-là. Puis tu voyais vraiment le momentum qui commençait à s'accumuler pour le champion. Et puis ben, au troisième round, ça n'a pas été long. Là. C'est-tu sur un jab ou c'est sur une left? Parce qu'il changeait southpaw aussi une fois de temps en temps, chose qui était quand même assez magnifique. Ça, c'est une belle ajustement. Peut-être qu'on a vu dans la game d'Usman, ça, puis le fait qu'il kickette de plus en plus aussi dans ce combat-là. Mais ouais, il te l'a tagué et puis il a été en mesure de cette fois-là d'être assez confiant pour l'engager au sol, de donner du gros ground and pound, puis il est allé chercher la victoire. Performance excessivement dominante encore une fois, à part les premiers instants au premier round où il s'est fait taguer, mais il a montré le cœur d'un champion, un chin absolument incroyable, puis il a montré que justement il peut avoir de l'adversité dans ses combats, puis il va être capable de s'en remettre. C'est pas juste un fighter qui arrive puis qui domine, puis que si il est pas en train de dominer, tout s'écroule, tu sais. Fait que comme j'ai vu dans les commentaires, son jab est absolument incroyable. Le gars, c'est pas mal son trademark, je dirais. Puis c'est fou comment, quand tu regardes les champions welterweight, c'est récent. Puis juste les welterweight élites, là, récents, même dans les autres promotions, dans l'UFC, les Rory McDonald, Kamaru Usman, Georges Saint-Pierre, même Robbie Lawler utilisait quand même bien son jab pour set-up ses attaques complètement folles. Mais à part Johnny Hendricks qui faisait juste lancer des genres de looping crochet de la gauche, moi je pense qu'on peut un peu l'enlever de l'histoire. Mais si tu regardes justement la division welterweight, la genre de metagame au top, le champion est pas mal toujours un gars avec un jab absolument incroyable. Puis Kamaru Usman, c'est ça qui a basically. Et puis je pense que c'est une grande performance. Et c'est une performance qui doit un peu exciter les gens. Genre. C'est ça qui est important, je pense, dans le cas de Kamaru Usman, qui a été très peu excitant là, dans beaucoup de ses combats. Puis que, tu sais, encore à soir, là, personnellement, moi, quand il commence à avoir le micro, c'est comme là que je commence à un peu moins écouter. Parce que, tu sais, tu le sais qu'il essaie de dire quelque chose puis que ça sonne tellement cool dans sa tête, puis de la manière que ça sort juste pas aussi cool qu'il avait envisagé que ça allait sortir. Fait que je suis pas un grand fan de ses entrevues d'après-combat puis tout, mais pour les performances dans la cage, comme 13e victoire consécutive, puis là oui, je le sais, les gens vont sortir là, les deux pages d'apologie, ils vont dire ouais, mais check les 12 victoires à GSP, c'est qui? Check les 12 victoires et 13 victoires à Usman, c'est qui? Puis c'est vrai que Usman, quand il est rentré dans l'UFC, il a pas affronté
toujours les meilleurs, mais il a aussi affronté Leon Edwards dans ses premiers combats. Donc, Kamaru Usman, 13 victoires consécutives, et maintenant le gars qui a la plus longue séquence de victoires ever dans la division welterweight. Puis il défend son titre encore une fois. Puis, tu sais, la différence entre lui et Georges, c'est que Georges, quand il est arrivé dans l'UFC, tout de suite, le monde était là, oh shit, champion du monde, donnez-en un combat de championnat. Puis vu que, tu sais, l'UFC était plus jeune dans son développement, puis que les décisions étaient moins profondes, des fois, quand t'avais quelqu'un qui était clairement, là, genre, star potential, il montait plus rapidement au titre qu'un Kamaru Usman qui, oui, a toujours eu le potentiel, mais a peut-être pas livré. T'sais, on va toujours se rappeler du fameux 30% Usman, là, où il a donné un combat absolument merdique, puis il est allé dire, moi, c'était juste 30%, imaginez ce que je peux faire à 100%. Mais Big, donne-nous donc ton 100% tant qu'à genre braguer que tu te forces pas, puis que ça donne des estis de combat de merde, tu sais. Donc, il y avait comme tout ce côté-là, un peu de son image là, à rétablir, mais avec des performances comme à soir, je pense que le monde ne peut pas chialer, puis, tu sais, je pense que la clé va vraiment être chez l'adversaire de Kamaru Usman pour la suite. Parce que regardez le combat contre Jorge Masvidal, ça n'a pas vraiment été un bon combat. Celui contre Kamaru Usman non plus. Contre Kamaru Usman, c'est contre Tyron Woodley, mettons, non plus. Ça n'a pas été un très bon combat. Mais regarde les adversaires aussi. Tu sais, Tyron Woodley, est-ce qu'il y a un gars plus willing de se backer lui-même le dos contre la cage puis de genre, oh fuck, je suis pogné ici, je sais pas ce que je vais faire, je vais perdre genre 10 rondes consécutives le dos contre la cage. Ou même Jorge Masvidal, on dira bien ce qu'on veut là, sur Jorge Masvidal, là, la résurrection puis toute la patente. Ça reste un gars que quand il est collé sur le dos contre la cage, il est super willing de rester là puis pas faire grand-chose. T'sais, Jorge Masvidal, c'est un combattant souvent qui laisse ses opportunités, c'est un opportuniste puis il attend son opportunité, puis son opportunité ça vient jamais, il peut l'attendre tout le combat, puis on l'a vu faire ça à de maintes reprises là, dans sa carrière, autant à lightweight qu'à 170. Donc tu vois, quand il y a des adversaires comme ça qui amènent pas le combat puis qui le forcent pas à se battre, si tu forces pas Kamaru Usman à se battre, il se battra peut-être pas, non, il se battra peut-être pas, mais si t'arrives comme Gilbert Burns puis tu l'allumes bien raide au premier round puis tu le drops puis tu le mets en danger, ou t'arrives comme un fou furieux à Colby Covington que tes coups de poing font pas vraiment mal mais il arrive en bunch de genre 34, ben là tu forces Kamaru Usman à se battre, puis regardez qu'est-ce que ça donne quand tu forces Kamaru Usman à se battre, ça donne un des meilleurs combattants dans l'UFC livre pour livre, puis un combattant franchement crissement excitant. La soirée, sa performance était très excitante, c'était beau techniquement, mais le c'était bon, il a frappé, son power est absolument incroyable aussi, là, la façon dont ce gars-là frappe, même avec un jab, peut genre mettre un adversaire sur ses fesses, c'est vraiment un athlète absolument incroyable. Ça a toujours été ça pour Kamaru Usman, son athlétisme, le fait que c'est un athlète incroyable, il est explosif, il est fort physiquement, il est rapide, il bouge bien sur ses pieds, mais quand tu commences à ajouter de la technique puis de la profondeur aussi à ta technique, pas juste de la technique, genre de la profondeur à ta technique debout, ça devient un monstre là, ce combattant là, basically. Donc performance absolument incroyable là, pour Kamaru Usman dans ce main event là, qui était le main event d'une bonne petite carte, là, franchement. Je ne vais pas me coller ça à bas d'un pont ni rien à soir, mais c'était divertissant, on a eu du fun. Le co-main event, ça a été un bon petit combat back and forth. Alexa Grasso face à Macy Barber. Macy Barber qui revenait là, d'une blessure, puis tout le monde se demandait qu'est-ce qu'elle va avoir l'air, est-ce que c'est encore une prospect incroyable. Puis je pense que elle a à la fois montré qu'elle était une bonne prospect et montrer qu'elle était absolument pas prête là, d'affronter des combattantes. Comme on va se le dire, le Roxanne Modafferi, c'est un esti de step-up pour elle. Et puis là, Alexa Grasso, oui, c'est pas la plus grosse des 125 livres, mais c'est une fille qui était top 10 à 115, qui descend, qui, tu sais, est rapide, sa technique de boxe est vraiment bonne, son grappling. J'ai pas aimé sur le broadcast comment il dit son grappling s'est tellement amélioré. Il me semble qu'Alexa Grasso a toujours été quand même une bonne grappler. Oui, elle est connue comme étant une boxeuse mexicaine qui a de la bonne technique puis qui bouge bien. Mais tu sais, sur le broadcast, t'avais Rogan puis DC qui disaient « Ah, ça c'est fou comment son jiu-jitsu s'est amélioré. » Tu sais, Alexa Grasso, ça a toujours été une fille super garde, super willing justement de jouer à garde au sol puis tout. Puis pour Mathieu Kennedy, je l'écoute en anglais, moi, lui. J'ai toujours écouté en anglais. J'aime pas mal mieux ça de même, mettons. Fait que c'est ça pour ça. Mais vraiment une belle performance d'Alexa Grasso. Puis
pour Macy Barber, ben un bon troisième round, le fait que justement, on a vu contre Roxanne Modafferi qu'elle ne voulait pas abandonner dans ce combat-là, même si elle était overmatched, mais elle était blessée, donc elle ne pouvait pas faire grand-chose. Là, dans ce combat-là, elle pouvait faire de quoi, elle pouvait rebondir au troisième round, elle n'était pas blessée, elle n'était pas physiquement incapable d'eux, puis elle l'a fait, elle a eu un bon troisième round, elle a gagné ce round-là même, elle a fait mal à Grasso, là, juste le fait, puis tu sais, quand Macy Barber va améliorer sa technique en général, ça va tellement être un danger parce que t'as vu juste le fait que Macy Barber dise ok, je m'en crisse, puis aille de l'avant, puis lance son corps dans des coups de poing vers son adversaire, ça fait assez mal, puis c'est assez comme concernant pour un peu genre troubler la game de son adversaire qui est Grasso. Tu sais, elle avait pas mal son way là, dans le striking dans ce combat-là pour la majorité du combat. Puis quand que Barber a décidé d'arriver plus raide au troisième round, puis juste comme dire fuck it, j'y vais, puis au pire je me ferai taguer en retour, je vais être plus wild un peu. Grasso a pas eu le choix, puis ça l'a un peu sorti de sa game. Donc juste le fait qu'elle soit capable de faire ça, de dire fuck it, j'y vais, puis d'être assez imposante physiquement pour que ça aille un effet. Imaginez quand cette fille-là va avoir justement beaucoup d'années de développement puis de la technique. Parce qu'il faut se dire qu'elle a comme début vingtaine, puis ça se bat pro depuis quoi, 2017-2018, quelque chose comme ça, mais très très jeune dans sa carrière pour se battre contre des filles qui sont top 10 dans leur division. Fait que, belle victoire pour Grasso, pas une mauvaise défaite, je dirais, pour la chum Macy Barber qui va s'en remettre. Reste une bonne prospect. Avant ça, Kelvin Gastelum, Jan Heinisch, ben, c'est ça que je disais, t'en as un qui travaille très très fort et qui arrête jamais, t'en as un autre qui est juste vraiment plus technique que l'autre. Je ne savais pas où était Gastelum avant ce combat-là, parce que ces derniers combats, ça n'avait pas été fameux, puis on l'avait justement vu pas full travailler, puis c'est ça qu'il l'avait fait straight up perdre ses combats. Là. Ben, dans ce combat-là, il a travaillé, puis il a out-wrestle le chum Jan Heinisch, puis c'était pas le highlight de la soirée. C'était pas le combat le plus plat de la soirée, mais c'était de loin pas le highlight de la soirée. Donc, victoire pour Gastelum là, qui se replace un peu comme dans le... Pas la discussion, là, ni rien, mais c'est comme un gars qui existe encore dans le top 10 des 185 livres. Chose qu'on commençait peut-être à douter un peu de sa part. Avant ça, Ricky Simon, Brian Keller, très bonne décision de Cole, c'est ça, sur la main card. Je sais c'est parce qu'il y a eu des annulations puis tout des dernières minutes. C'est jusqu'à comme quelques heures avant la carte qu'on apprend que Jillian Robertson finalement est plus clear par les docteurs pour se battre puis son combat est annulé. Donc encore une fois, une carte à Las Vegas que jusqu'aux dernières heures avant la carte, il y a encore des annulations de combat, des affaires bizarres qui se passent. Mais bref, ils ont monté Ricky Simon, Brian Keller sur la main card, puis ça a été un très bon combat parce que Ricky Simon, il est juste crissement nice, puis c'est un wrestler qui a aucun contrôle, genre aucun contrôle. Fait que juste te take down, puis te retake down, puis te retake down, puis te retake down, puis c'est battu debout un peu aussi avec Keller. Puis ça a très bien été, comme dans tous les aspects. Belle performance super complète de Ricky Simon qui commence là, tranquillement pas vite à ressembler à un genre de fighter que tu peux commencer à matcher contre des gars du top 15. Je sais qu'il a déjà été ranké, c'est un peu bizarre, je pense qu'il était tôt dans sa carrière UFC, je pense qu'il a battu Uriah Faber puis il a localisé dans le ranking, fait que pas sûr que ça voulait trop dire grand chose, mais là, de plus en plus, avec une fiche de 18-3 après ce combat-là, puis commence vraiment à être un gars, moi, que je commencerai à matcher, justement, peut-être un rematch avec Merab Dvalishvili ou du monde comme Cody Stamann, justement, des combats comme ça, je pense que ça serait très intéressant. Maintenant, un des highlights de la soirée, Julian Marquez contre Maki Pitolo. Puis, oh mon Dieu, que ça m'a fait mal ce combat-là pour Maki Pitolo. Tu sais, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, je veux toujours donner le props au fighter qui gagne, tu sais, qui est en train de se faire péter à la gueule, basically, puis qui se fait out-wrestle, qui se fait out-grapple, puis ça va pas bien, puis il gagne pas, puis là, wow, il sort un finish au troisième round, puis gros comeback win. Puis tu sais, je veux toujours donner le crédit à ce combattant-là, parce que, tu sais, ça prend vraiment quelque chose pour pull off un win comme ça, mais il me semble que je sais pas, il me semble que c'est arrivé tellement comme subitement, puis facilement, puis... Genre, je sais pas, il a essayé une guillotine après ça. Clairement, de la manière qu'il a essayé sa guillotine, il s'alignait pour le Armin. Il a essayé l'Anaconda qui était la transition logique après ça. Puis, tu sais, Maki Pitolo a tellement, pendant tout le combat, fait les bonnes choses pour gagner. Puis pour pas se faire pogner dans une esti de niaiserie de même. Tout ça pour se faire pogner dans une esti de niaiserie de même. À genre, comme...
40 secondes de la fin. Fait que genre, gros comeback win pour Julian Marquez. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait comme des années qu'il s'était pas battu, d'un an et demi, 2 ans, ça des millénaires qu'il s'était pas battu, le pauvre. Puis là, il est de retour, puis il a pas nécessairement bien paru, là. Tant qu'à moi, il s'est absolument fait out-wrestle par Maki Pitolo dans ce combat-là. Sauf qu'il a pull-up quelque chose à la fin, out of nowhere, puis ça a fait que, ben, il a gagné. Fait que, shout-out à lui, shout-out à fuck, Maki Pitolo, man. Ça fait mal. Je pense que pour vrai, Maki Pitolo va sûrement se faire cut, là. Malheureusement, le gars, je pense qu'il y a une victoire, 4 défaites dans l'UFC après ce combat-là. Puis il s'en allait, il l'avait, là. Il n'y a pas de raison pourquoi il devait perdre ce combat-là. Il y avait juste. C'est incompréhensible, mais bref. Maki Pitolo, peut-être son dernier combat dans l'UFC. Julian Marquez, lui, est back, puis il a gagné. En parlant d'affaires absolument incompréhensibles, le main event des prelims, on avait Rodolfo Vieira face à Anthony Hernandez. Et puis écoutez, Rodolfo Vieira, là, c'est pas, tu sais, je sais qu'il est comme relativement nouveau dans l'UFC. Puis quand tu le regardes, oui, il a l'air d'un gros Brésilien très musclé qui a probablement pris des stéroïdes à un moment ou l'autre de sa vie. Mais tu sais, il a pas l'air, il ressemble à Hector Lombard, là. Il a pas l'air de rien de si spécial que ça, mais le gars, c'est legit, genre, probablement le combattant de jiu-jitsu brésilien le plus décoré dans tout l'UFC. Puis, tu sais, ça a apparu en début de combat, il a immédiatement takedown Anthony Hernandez, il a travaillé beaucoup trop fort pour essayer de le soumettre, mais la raison pourquoi je pensais que ce combat-là ne pouvait pas être gagné par Hernandez, et finalement, la raison pourquoi il a gagné ce combat-là, il est juste trop scrappy, genre, des fois, il va même pas trop savoir si c'est la bonne défense qu'il fait pour telle affaire. Il va juste l'essayer quand même. Puis ça fait qu'il crime. C'est sorti du side choke de Vieira 1 fois, 2 fois. Il est en full mount. Il est arrivé un paquet d'estis d'affaires. Puis après, littéralement 2 minutes, ben Rodolfo Vieira avait pu une crise de goutte de jus. Puis man, à partir de ce moment-là, il s'est fait complètement allumer debout. J'ai aucune idée comment il est resté genre debout, genre parce qu'il mangeait des head kicks, des punches super flush, puis il restait debout pareil, puis un moment donné, Anthony Hernandez a commencé à essayer des guillotines, puis j'étais là, alors, check ça, il va essayer de le soumettre pour vrai, puis j'étais là, il soumettra pas Rodolfo Vieira, sacrément, là, tu sais, il y a des affaires qui se peuvent, des affaires qui se peuvent pas, puis écoute, Rodolfo Vieira était tellement gassante un moment donné que Hernandez a juste pris une bonne arm-in guillotine, drette comme j'aime les passer en plus, là, drette mon genre de petite guillotine que j'aime passer, puis il l'a pogné, puis là, t'as vu que Vieira, il était coincé un peu, puis comme, il s'est résigné, puis il a tapé, fait qu'Anthony Hernandez, qui est genre quoi, qui dit genre une blue belt en jiu, a littéralement soumis fucking Rodolfo Vieira dans un combat d'MMA. Et c'est juste en MMA que ça peut arriver des affaires de même, que t'as le genre un des plus grands combattants de jiu-jitsu qui a jamais fait le saut en MMA, qui se fait soumettre par une blue belt random, qui est même pas particulièrement un bon combattant middleweight. Mais bref, écoute, regarde, Vieira, ça reste un combattant, un grappler absolument incroyable, mais il faut qu'il fasse des ajustements au niveau du cardio, du conditionnement physique, puis qu'il brûle pas toute son énergie en dedans d'un round, là, parce que sur l'échelle de Antonio Carlos Jr. à Jack Harry, il ressemblait plus à Antonio Carlos Jr. à soir, puis on a vu ce qui est arrivé récemment avec Antonio Carlos Jr., il s'est fait couper par l'UFC, fait que t'essaies de pas te diriger trop vers Antonio Carlos Jr. tant que possible. Avant ça, ben, il y a une couple d'autres highlights. Belal Muhammad contre Diego Lima. Bon combat, belle performance. Belal Muhammad, ça peut pas être plate avec lui parce qu'il fait juste avancer puis lancer tout ce qu'il trouve par la tête de son adversaire. Puis, en espérant qu'il tombe, Diego Lima n'est pas tombé. Fait que ça fait 15 minutes d'une bonne raclée. C'était le fun. On a eu quand même du plaisir à écouter ça en général. Avant ça, Polyana Viana, super slick. Ça, je l'avais dit, il y a 2 manières que ça allait aller. Soit que Polyana Viana allait genre perdre, ou elle allait soumettre son adversaire de sa garde. Puis c'est la deuxième option qui est arrivée. Elle a définitivement soumis de sa garde. Un beau triangle. Mallory Martin ne voulait absolument pas abandonner. Elle a switché ça une couple de fois. Elle était rendue en triangle inversé un moment donné. Elle a essayé l'Americana. Ça n'a pas marché. Elle a fini par réussir, après 413 essais différents, à étirer son bras puis d'avoir un beau armbar avec du bon leverage. Puis là, Martin n'a pas eu le choix de taper. Donc, belle victoire pour Polyana Viana qui, tu sais, est arrivé dans l'UFC, a perdu, je pense,
3 de ses 4 premiers combats. Puis, c'est la fille qui était fameuse pour justement avoir pété à gueule un dos dans la rue au Brésil qui avait essayé de la voler. Puis ça avait été super viral. Puis elle était même comme quand même populaire par chez eux après ça. Donc le hype ne semblait pas se réaliser dans son cas. Mais là, depuis, elle a gagné 2 combats. Elle rendait qu'une fiche de 3-3 en 6 combats dans l'UFC. Donc tranquillement, pas vite pour Viana. C'est sûr que le niveau de compétition n'est pas encore excellent. Là, je te dirais, les gens qu'elle a battus. Puis à chaque fois qu'elle pogne quelqu'un qui est moindrement solide, elle a tendance à perdre. Mais ça semble s'en aller en s'améliorant pour Polyana Viana. Puis c'est une bonne affaire pour elle. Sinon, les leg kicks ont été l'histoire des 2 premiers combats. Chris Gutiérrez qui a pris son temps comme d'habitude. C'est un gars qui essaie d'être plus un neutralisateur. Puis une fois qu'il a bien neutralisé son adversaire, c'est là qu'il commence un peu à y aller avec ses attaques. Il a fait une coupe de belles affaires. Un beau head kick qui a landé plus avec un coup de genou finalement qu'un head kick là, au premier round parce que Ewell a docké direct dedans. Puis le deuxième round était un peu plus compliqué pour lui, mais le troisième round il a complètement dominé. Il est allé chercher cette victoire-là. Et premier combat de la soirée. Je suis pas nécessairement d'accord avec la décision du premier combat de la soirée, je vais vous le dire. C'est Gabe Green qui a battu Phil Rowe. J'ai l'impression que Rowe, tu sais, oui, les leg kicks l'ont complètement scrappé puis l'ont complètement sorti de sa game debout, mais il s'est ajouté, il est allé chercher des takedowns. Il y a eu beaucoup de temps en top control, puis Green ne prenait pas des bonnes décisions dans ce combat-là. Continuait à, il réussit à avoir un peu d'espace, puis landait 2-3 bons leg kicks, puis là, ça semblait que Rowe allait tomber, puis finalement, Green reclinchait avec, essayait de shooter un takedown, puis se faisait sweeper, se fait sweeper du half-guard, genre 2-3 fois dans ce combat-là. Des affaires assez débutantes, merci, là, je vous dirais. Puis il a gagné la décision. Oui, c'est sûr que si tu juges ça sur le dommage des leg kicks, c'est la chose qui a fait le plus de dommages dans tout ce combat-là. Mais, regarde, je sais pas trop. Je pense que Rowe, le fait qu'il oui, il a encaissé du dommage, mais avant d'encaisser ce dommage-là, je pense qu'il gagnait ce combat-là. Puis quand il a encaissé ce dommage-là, il a réussi à s'ajouter en y allant avec des takedowns. Fait que je pense qu'il aurait dû gagner la décision aussi. Là. Phil Rowe, c'est pas vraiment le fun pour lui, mais bref, c'est son premier combat UFC. Il va avoir le temps de se reprendre. Puis c'est ça, c'était mes impressions sur pas mal tous les combats de la carte. Pour revenir brièvement au main event, c'était complètement débile, c'était complètement ridicule. Kamaru Usman, c'est un monstre. Puis si t'es un combattant agressif qui le force à se battre puis qui le met un peu dans le pétrin, ben tu vois comment il réagit. Puis c'est le fun pour les fans, c'est pas le fun pour la personne qui est on the receiving end. Le Gilbert Burns, justement après le combat, on l'a vu il pleurait dans la cage puis tout. Même Usman avait l'air d'être quand même émotionnel. Plus que ces 2 gars-là, veut pas, c'est des amis. Ça a été des training partners qui s'entraînaient ensemble là, pendant de nombreuses années. Ils ont presque, je pense, pratiquement commencé à se battre pro dans les mêmes moments. Donc, c'est des gars qui se connaissent depuis très longtemps. Puis je suis sûr qu'ils vont pouvoir continuer à être des amis après ce combat-là, j'en ai aucun doute. Mais pour ce qui est de l'action dans la cage, Kamaru Usman va être dur à battre. Va être très très dur à battre. Puis écoute, ça va être à se demander ce qui est next pour lui. Moi, honnêtement, genre je pense qu'on a la chance là, avec ce qui vient d'arriver avec Khamzat, de juste comme faire amende honorable. Puis non, ça sera pas le combat qui va le plus vendre, mais tu fais le rematch entre Kamaru Usman puis Leon Edwards. Leon Edwards a besoin d'un adversaire, ça fait des années qu'il s'est pas battu, mais avant ça, il y a quoi, 6, 7, 8 même victoires consécutives, de quoi de complètement ridicule. Puis il battait les meilleurs là, constamment à Leon Edwards, puis ça fait des années qu'il mérite un title shot. Fait que même si tu lui donnes là, après un an et quelques inactif, pas la fin du monde, parce que tu peux pas vraiment donner ça à Colby Covington qui a juste une victoire depuis sa défaite contre Usman. Tu peux pas vraiment donner ça à qui d'autre qui est sur une bonne séquence de victoires. C'est sûr que si tu fais un combat peut-être entre Edwards ou Wonderboy, tu fais un combat entre Colby Covington ou Leon Edwards ou quelque chose comme ça, puis là, il y a un gagnant qui émerge de ça. Ça, c'est si Usman veut prendre du temps, parce qu'Usman, oui, se fait ébranler au premier round, mais est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il veut se rebattre bientôt? Ça va être tout ça les facteurs. Mais moi, personnellement, bien que c'est pas le combat le plus sexy, ça serait Leon Edwards que je ferais. Je ferais Kamaru Usman, Leon Edwards, le rematch. Surtout que les deux ont tellement changé depuis. Puis surtout Edwards qui a amélioré son grappling. Puis je pense pas, spoiler alert, je pense pas qu'Edwards ait rendu un assez bon grappler pour arriver dans le rematch puis out-grapple un Kamaru Usman. Mais c'est lui qui le mérite le plus. Il n'y a pas d'autres personnes qui pop de même là, à notre idée comme étant lui il mériterait un title shot plus que Leon Edwards. Puis les deux sont disponibles, là, je pense, en ce moment parce que d'après moi, Usman ne voudra pas attendre trop longtemps avant de se rebattre. Puis Edwards, il se battra pas contre Khamzat véritablement. Donc, moi, je ferais juste ça. Fait que c'est pas mal ça.
puis on va s'en reparler une prochaine fois, les petits chums. Ce fut mon live version de garage de cellulaire, de mon Chris de StreamYard de merde avec tout mon setup. Ne marchait pas, donc j'ai fait ça parce que je voulais pas vous let down. J'ai dit qu'après tous les pay-per-views, j'allais faire des estis de live, puis j'en ai fait un, même s'il y a rien qui marchait à soir à côté technologie. Fait que c'est cool, puis ciao, puis c'est ça, câlisse. Demain, c'est Like Poke Podcast. J'espère que le StreamYard va marcher demain, parce que sinon, on est dans la merde. Ciao.